Bonjour, donc bienvenue pour cette intervention sur le thème de l'entrepreneuriat social au service du développement durable pour des territoires innovants, résilients et solidaires. Je m'appelle Guillaume Delaboulet, je suis chargé de programme pour l'association Énergie 2050, notamment sur toutes ces thématiques de territoire, de climat et d'enjeux des villes. Et je suis avec le président d'honneur, aussi directeur général de l'association Énergie 2050, monsieur Stéphane Poufari, qui va nous parler un peu de cette thématique. Avant toute chose, je vous propose de regarder une vidéo sur Énergie 2050 qui présente l'association. Alors, on l'a vu, donc Énergie 2050, donc c'est une association française, mais active à l'international, avec des partenaires dans plus de 60 pays, de 60 nationalités, avec des projets concrets dans plus de 30 pays. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un tout petit peu, notamment de l'objectif d'Énergie 2050 et le replacer dans le contexte international? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, bonjour aussi aux auditeurs, aux participants de la Green Week au Maroc, donc avec nos amis marocains avec qui nous sommes partenaires. On est sincèrement désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais néanmoins, par le cœur et l'esprit, bien sûr, puisque nous sommes nous-mêmes très actifs au Maroc, on est avec vous et on espère pouvoir contribuer positivement au débat. Alors, comme le disait Guillaume, peut-être quelques mots peut-être sur la genèse d'Énergie 2050 et pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de cette Green Week, finalement, de se retrouver dans un débat introductif sur les enjeux de l'entrepreneuriat a tout son sens. Énergie 2050, c'est une vieille histoire, peut-être, qui a commencé en 2007-2006 et qui était basée sur un réseau informel d'experts qui, de par le monde, travaillent sur ces questions énergie, développement, environnement, solidarité. Et puis finalement, chacun dans nos métiers respectifs, on se posait des questions sur comment démultiplier nos opportunités d'agir, comment faire en sorte que nous soyons tous des passeurs et qu'on puisse tous contribuer finalement à ce que chacun s'approprie cette espèce d'entrepreneuriat permanent qui est innovation, mettre en œuvre, démultiplier, mesurer, témoigner. Et c'est un peu de cela qu'est né Énergie 2050, car on s'est aperçu au fil du temps que il fallait le formaliser, il fallait peut-être organiser les choses parce que la systémique sur laquelle nous nous appuyons, c'est-à-dire prendre en compte toutes les petites finalement composantes du développement durable pour les conjuguer au quotidien ici et ailleurs, ça veut dire en France, au Maroc, en Tunisie, je sais pas, au Congo ou là où vous voulez, quel que soit l'endroit sur le monde, finalement il y avait des problématiques communes et il y avait un besoin, une appétence commune de comprendre et d'être en capacité d'agir. Et c'est ainsi qu'on a créé le réseau, donc l'association Énergie 2050, en avril 2011, et qui aujourd'hui, comme le disait Guillaume, est présente dans plus d'une trentaine de pays, rassemble une soixantaine de nationalités, met en œuvre des projets européens, accompagne des États, accompagne des territoires, aussi met en œuvre des actions sur les citoyens. Tout ça pour créer une espèce de grand puzzle où chacun a un rôle à jouer, ce qui est essentiel, mais finalement un rôle pas simplement dans son périmètre d'intervention, mais en lien avec d'autres thématiques. Donc celui qui travaille
travaille sur le climat doit travailler sur la manière de transformer les marchés, la manière de mettre en œuvre des politiques adaptées. Celui qui travaille sur les villes doit aussi se poser la question de l'usage de la ville. Celui qui travaille sur l'énergie, c'est pas simplement la production, mais aussi la demande, aussi organiser une solidarité énergétique sur un territoire. Donc toujours une approche systémique, et ça c'est un peu la vision et l'objectif social d'Énergie 2050. D'accord, merci. Justement, par rapport à cette approche systémique, ce grand puzzle, on reviendra un peu sur le rôle de l'entrepreneuriat social, euh, également sur le rôle des territoires innovants. Mais peut-être pour replacer un peu tout ça dans un contexte, peut-être vous pouvez nous rappeler un peu les enjeux, les grands enjeux internationaux du développement durable des territoires, parce que je crois que c'est important que chacun ait ça en tête pour comprendre en fait les actions qui sont menées. Oui. Alors c'est une très bonne question et d'autant plus que je crois que c'est un peu au cœur de la Green Week puisqu'il y a beaucoup de jeunes, il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont peut-être en questionnement sur leur devenir, pas simplement personnel, mais sur notre devenir collectif. Et je crois que cette question de garder en mémoire cette photographie instantanée du monde, là où on en est et là où on risque d'aller si rien n'est fait et là où on doit aller parce que très clairement on est des êtres intelligents qui devons prendre soin des ressources et de cet autre humain ailleurs ici et qui finalement est aussi une part de nous. Donc tout ça veut dire qu'on doit avoir une bonne connaissance de la réalité d'aujourd'hui. Alors, pour être très clair, et c'est peut-être la partie la plus stressante de ce discours, c'est que très clairement, il y a peu d'indicateurs au vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde est malade d'une espèce d'ébriété de consommation de ressources, une ébriété de consommation d'énergie, et tout cela a fait que finalement, au lieu de créer un co-développement partagé, on le voit bien, et je crois que c'est valable autant en Afrique du Nord qu'en Afrique et d'une manière générale dans les pays en développement, notre monde est fracturé d'inégalités sociales, d'inégalités environnementales, d'inégalités bien sûr économiques, et le tout ayant des conséquences bien sûr sur les citoyens, mais pas simplement ceux qui vivent dans un pays donné, mais aussi ailleurs. Donc si on regarde par exemple la question climatique, je crois que tous vous savez, le Maroc, Marrakech, a accueilli la 22e conférence des parties en fin d'année, donc c'était un moment particulier, puisqu'on parlait que c'est la conférence climat pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Vous vous souviendrez peut-être, c'était ce grand accord qui rassemble l'ensemble des parties contractantes à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, et tous les pays ayant mis en place une contribution prévue déterminée, le Maroc compris, donc au niveau national, c'est-à-dire un engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à prendre en compte les réalités nationales. Vous voyez bien que cette espèce de grand moment symbolique était important, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins d'essayer d'altérer, de modifier la trajectoire de développement et nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et là, si on prend juste cet exemple, on en prendra un deuxième ensuite sur le développement durable, très clairement, la réalité est qu'aujourd'hui, malgré tous les États qui ont fait leur contribution, si on additionne l'intégralité des contributions, on se retrouve sur une très mauvaise trajectoire qui est plutôt proche des 3,5 degrés d'augmentation de la température moyenne terrestre d'ici la fin du siècle, alors que dans la négociation officielle, on est en train de continuer à espérer pouvoir être plutôt sur une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 degré. Dit autrement, ça veut dire que si on continue nos émissions de gaz à effet de serre tel que c'est le cas aujourd'hui, on se retrouve dans des scénarios climatiques potentiellement cataclysmiques, irréversibles et totalement imprévisibles. Alors là aussi, dit encore autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très clairement, nous devons d'une manière ou d'une autre, de manière solidaire, chez nous, mais aussi ailleurs, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais le croiser avec un deuxième défi, qui est aussi un défi qui intéresse particulièrement le Maroc, mais l'Afrique d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle les développements durables. Alors ça veut dire quoi? Finalement, c'est comment bien vivre, mieux vivre aujourd'hui et demain en utilisant de la manière la plus intelligente possible, la plus efficace, sobre, les ressources naturelles dont nous avons à disposition, tout en préservant ce patrimoine naturel, tout en préservant aussi un développement harmonieux des populations, c'est-à-dire, dit autrement, un mieux vivre. Et là aussi, même si vous le savez, on a eu en 2012 les 20 ans du sommet de la Terre, on travaille maintenant sur des objectifs de développement durable, mais force est de constater que les ressources naturelles continuent à s'appauvrir. Je rappelle, on a perdu déjà depuis le début de l'ère industrialisée plus de 58% de la biodiversité mondiale. Je crois que le chiffre parle déjà pour lui-même. Et aujourd'hui, on consomme environ 1,6 planètes, à peu près à la moitié de l'année, par an. Donc vous voyez bien que là aussi, les indicateurs ne sont pas tout à fait au vert. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations, mais globalement, vous le voyez bien que tout est préoccupant. Et je vais vous donner un dernier exemple pour vous montrer l'état où on en est et pourquoi il y a une urgence à agir. Et l'entrepreneuriat, bien évidemment, fait partie de cette bulle d'innovation, de création qu'on doit encourager, bien sûr, autour de valeurs partagées, celles que nous partageons à Énergie 2050 et que j'imagine et j'espère que la plupart des participants à Green Weeks partagent. Je prends l'exemple par exemple, de l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, nous avons plus d'énergie qu'hier.
Alors c'est très préoccupant. On devrait entrer sur une sobriété des émissions de gaz à effet de serre. En clair, moins utiliser nos émissions, nos gaz à effet de serre, nos énergies fossiles, et puis se concentrer sur des modes de production sobres, si possible utilisant des ressources renouvelables, telles l'éolien, le solaire thermique ou autre, et le tout pour évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre et à partager un accès à l'énergie durable pour tous. Et bien aujourd'hui, le GIEC, donc le groupement intergouvernemental des experts sur le changement climatique, nous explique que nous allons devoir laisser les 2/3 du stock d'énergie fossile disponible à la date d'aujourd'hui sous terre, sous peine de rentrer dans un chaos climatique. Donc là, vous voyez bien que même là, la science ne fait que rappeler à l'ordre la réalité. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, modifier nos modes de consommation et de production. Voilà, donc ce panorama évidemment est très court, on n'a pas beaucoup de temps, mais quelque part il doit bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle des sujets qui sont à la base de l'objectif social d'énergie 2050, notre raison aussi d'être partenaire de Green Week, très clairement c'est que cette compréhension du monde, pour nous, ce n'est qu'un préambule de l'action et qui doit être ici et maintenant, mais ici et maintenant, aujourd'hui, et non pas après-demain ou encore dans un temps plus lointain, car le temps nous est compté. D'accord, merci Stéphane pour ce panorama assez complet. On voit que c'est une situation qui est quand même très anxiogène avec tous les indicateurs rouges justement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur ce rôle de l'entrepreneuriat social, avec ce mot social que peut-être certains gens ont du mal à lier avec ces thématiques qui, pour beaucoup, relèvent de l'environnement, mais qui sont en fait très liées à l'économie, très liées au côté social, et aussi le rôle de la jeunesse, puisque c'est aussi un facteur important. Comment vous voyez ces thématiques s'inscrire dans ce puzzle et quand vous voyez leur rôle face à ces thématiques qui finalement sont assez globales et avec certains pourraient se sentir détachés puisque c'est des thématiques globales et ne pas ressentir un rôle particulier à jouer dans la transition. Alors, je pense que les questions sont très bonnes et je crois qu'elles répondent peut-être à tout ce caractère un peu qui fait que les réunions comme Green Week existent. Et pourquoi finalement nous, Énergie 1050, on existe et j'ai presque envie de dire malheureusement, on doit exister. Et il est impératif que des structures comme nous, parce qu'on est assez rare à travailler sur la systémique du développement, c'est-à-dire ce développement transversal qui touche à l'eau, au genre, au bâtiment, à la ville, au climat, au territoire, et puis aussi au développement économique, à la responsabilité sociale des entreprises. Et j'ai envie de dire point de suspension, que vous avez compris qu'on travaille sur cette transversalité. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'on est nécessairement aujourd'hui et on doit devenir des acteurs au cœur du débat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est très anxiogène, c'est très stressant, c'est très complexe et souvent, on peut très clairement penser que finalement, un petit acte ici n'a peut-être pas tant de conséquences ailleurs et que peut-être étant démunis, après tout, on continue sur des trajectoires parce qu'on connaît ça. Alors, la question était très bonne et moi, je vais la répondre à l'inverse en disant il y a autant de défis que d'opportunités. Très clairement, on ne pourra pas résoudre l'équation, car vous l'avez compris, elle est préoccupante, si on ne re-questionne pas nos modes de consommation et de production. Et là, l'entrepreneuriat est complètement partie prenante du processus, parce que qui dit entrepreneuriat, vous le savez, j'imagine et j'espère, vous qui êtes et qui voulez être des entrepreneurs de cette transition, on ne peut vendre que quelque chose qui crée quelque chose de plus, de positif, qui n'existe pas. Donc si c'est simplement pour vendre quelque chose qui existe déjà, non. Donc cet entrepreneuriat social, que je vais rajouter bas carbone, solidaire, sur des valeurs de solidarité au sens le plus noble du terme, bien évidemment, il doit créer de la richesse. Et là, on n'est pas en train de parler d'un monde d'austérité, avec plein d'aspérité, avec peu d'espoir d'un mieux vivre. Au contraire, on est en train de créer d'une richesse partagée. Quand moi, je parle de, par exemple, mieux construire du bâtiment, alors c'est justement la thématique de Guillaume. Par exemple, je vais prendre un exemple africain, puisque nous sommes en Afrique quand on est en train d'être avec Green Week ou quand on était à la COP22. Les Africains eux-mêmes, des fois, l'oublient. Vous allez subir une transition urbaine que aucun pays ou continent dans le monde n'a eu ces dernières décennies. Dit autrement, ça veut dire qu'en Afrique, il va y avoir d'ici au milieu du siècle à peu près 40 000 nouveaux urbains par jour. Donc si vous le traduisez maintenant en nombre de mètres carrés à construire, en compétition avec des terres agricoles, en besoin en eau, en besoin alimentaire, en besoin social, en besoin de travail, en besoin de transport, en besoin d'assainissement, en besoin d'accès à l'énergie, et je pourrais mettre des points de suspension, vous voyez bien que très clairement, les défis sont colossaux. Alors là, je vais le traduire positivement, vous voyez bien aussi que c'est un chantier colossal. Donc, si aujourd'hui, vous construisez mal, vous, entrepreneurs, vous construisez mal, vous reliez mal, vous connectez mal, vous desservez mal ces bâtiments, le mot qu'on emploie au niveau international, vous allez créer des boulets.
Alors de véritables boulets, vous devez les avoir en tête comme des chaînes. Vous avez un boulet en fer avec une grosse chaîne au pied et vous allez la traîner pendant toute votre vie et la vie de vos enfants et ceux après. Parce qu'un bâtiment, un territoire altéré, ben, très clairement, avant de penser à le déconstruire, quand on a une telle pression urbaine, une telle pression sociale, un tel besoin d'emploi, ben, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire ben, je vais construire mal 500 000 logements en un claquement de doigts, et puis peut-être que dans 2 ans, je les rénoverai. C'est pas possible, parce que dans 2 ans, vous aurez une telle pression sociale et urbaine que vous aurez besoin finalement de bâtiments durables. Alors là, je reviens à l'innovation et à l'entrepreneuriat. J'ai pris l'exemple du bâtiment, mais je peux le prendre dans les outils de communication, dans la vente de services, dans la vente de produits innovants, dans la vente pour optimiser l'usage de l'eau, l'usage de l'énergie, l'usage des ressources naturelles, créer du mieux vivre, de la connaissance. Là, vous voyez bien que l'innovation, elle est quasi sans limite et absolue. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra tout régler, mais ça veut dire qu'adossé à un bon enjeu au niveau valeur, à une bonne vision du monde et à une envie de ce pluriel qui nous est tant cher à Énergie 2050, c'est-à-dire se sentir concerné par l'autre, vous voyez bien que l'entrepreneuriat ici n'est sans limite. Mais qui dit entrepreneuriat ne veut pas dire un monde simpliste de bisounours où parce que l'idée est bonne, elle va se démultiplier. Ça veut dire en fait qu'au contraire, nous, les entrepreneurs d'aujourd'hui et ceux de demain, vont devoir être encore plus rigoureux que les anciens. Plus rigoureux, mais aussi parce qu'il y a des marchés derrière. Plus rigoureux parce que ça va être une demande. Et plus nous serons rigoureux dans la création de nos produits, de nos services, de nos process, de nos méthodologies, voire même de notre empathie de l'autre, très clairement, plus on va tirer vers le haut nos sociétés. Et on rendra les anciens, les vieux dinosaures, j'ai envie de dire, obligés de suivre le mouvement. Pourquoi ? Évidemment, si nous, on travaille sur des matériaux sur lesquels on veut de la transparence, sur l'analyse du cycle de vie, où on veut pouvoir mesurer l'additionnalité. C'est un mot très important quand on parle climat, c'est-à-dire l'amélioration que notre innovation, notre produit va apporter par des produits existants. Vous voyez bien que si moi je suis conscient que je dois à chaque pas témoigner de l'additionnalité de mes choix, de mes usages de ressources et ensuite du service que je vais délivrer, là je viens de créer un processus extrêmement vertueux qui d'abord va créer, accompagner le développement de mon marché, mais deuxièmement va créer de la richesse et cette fois-ci, je vais le dire avec beaucoup de plaisir, de la richesse partagée. Parce que bien sûr, l'entrepreneur doit avoir un développement, il va créer de la valeur, il va créer de l'emploi, il va créer de l'économie de la ressource, mais aussi de la valeur partagée parce que votre produit, cette innovation, qu'elle soit de service, de bien ou autre, évidemment, elle crée aussi du mieux vivre pour le voisin qui devient moins victime de nos modes de consommation et de production. Donc vous voyez bien que là, on est vraiment dans le social, on est vraiment dans l'environnement et le petit mot qu'on a toujours tendance à oublier dans ce triptyque, on est très clairement dans l'économie et dans l'innovation et on a besoin de cet entrepreneuriat éclairé, très performant, fait avec des gens qui connaissent les règles, mais qui sont là aussi pour les appliquer dans un contexte de valeur particulière. Oui, je crois que ce qui est important là de retenir, c'est qu'effectivement, ce que vous avez décrit comme chiffre au début, très anxiogène, tout simplement, ça marque peut-être la fin obligatoire, dans tous les cas, d'un modèle économique, d'un modèle social, évidemment d'un modèle environnemental, mais finalement, comme tout est lié, on va parler de modèle économique et social. Et ce qui est important de voir, c'est que face à ce qui pourrait apparaître finalement comme une fatalité, il y a énormément d'initiatives, d'opportunités individuelles, d'opportunités économiques, et notamment dans les pays africains, et notamment au Maroc, avec énormément d'innovations, on va dire, ascendantes, bottom-up, qui arrivent et qui sont à même de proposer justement ce nouveau modèle, et c'est là que la jeunesse intervient. Peut-être, parce que du coup, on est à Énergie 2050, peut-être nous parler un peu des initiatives d'Énergie 2050, justement parler du bâtiment. On a eu des publications, on a eu un certain nombre de choses. Que fait Énergie 2050 justement pour proposer ce nouveau modèle, pour apporter peut-être son soutien, puisque c'est aussi ça que recherchent les entrepreneurs, méthodologique, technique, et pour justement accompagner cette transition et faciliter les bonnes volontés en fait. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne question. Alors, du coup, je vais donner quelques illustrations, mais je vous invite véritablement à regarder sur notre site, www.energie2050. On est dans une logique permanente de partenariat. C'est l'exemple de Green Week. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vocation à apporter l'intégralité des bonnes solutions, parce qu'elles ne pourront être, on a d'ailleurs écrit des textes dessus, 9 milliards d'individus, 9 milliards d'opportunités. Donc, ça va vraiment dans l'esprit de ce que disait Guillaume. Personne ne sera le dépositaire ultime. Par contre, à plusieurs, avec surtout le même dénominateur de commun de valeur, on a des chances d'avancer un peu, j'allais envie de dire, en ordre de bataille pour gagner finalement ces grands défis. Alors peut-être quelques initiatives, on en a pris 2 au hasard. Alors juste là pour montrer qu'on connecte le trait technique avec le trait politique et aussi le trait social. Là vous avez par exemple derrière Éthique Carbone Afrique. Donc c'est une initiative qu'on a sortie il y a quelques années
activité avec des partenaires africains, donc là qui est ciblé sur la transition énergétique en Afrique. Et ça, c'est résolument innovant. Pourquoi? C'est une forme d'entrepreneuriat carbone. L'idée est de dire que chacun, où qu'on le soit, on émet des émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit notre activité. Et là, l'idée n'est pas de dire, voilà, c'est pas bien, c'est une fatalité. Non, c'est bien sûr ensuite de pouvoir accompagner par des idées, par des solutions techniques, organisationnelles, de décisions personnelles souvent, mais avec un bon sens économique. Finalement, celui qui émet va être amené à diminuer ses émissions, qu'il soit une association, un entrepreneur, qu'il crée un événement, qu'il se déplace pour le tourisme ou pour des affaires, qu'il soit un bâtiment, une ville ou autre. Mais ensuite, on veut aller encore un peu plus loin et lui montrer que finalement, c'est aussi une opportunité pour regarder son voisin qui a des besoins similaires, mais qui lui est peut-être moins émetteur. Et peut-être qu'on peut l'accompagner tout en réduisant chez nous à moins émettre chez lui. Et là, se focalise sur la mise en œuvre ensuite de projets d'adaptation. Adaptation veut dire mieux résister, mieux prendre en compte la contrainte climatique dans nos activités économiques. Un autre exemple de nos initiatives, on a beaucoup d'initiatives sur les villes et les territoires. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec Tanger pour la MedCop Climat, avec la MedDays aussi, toujours à Tanger. On est actuellement aussi à accompagner le PTRC d'Agadir, mais on a fait ça aussi à Grand Bassam. On donne des cours en Afrique sur le bâtiment et les villes. On travaille avec le gouvernement locaux unis d'Afrique. Donc tout ça pour dire qu'on a une empreinte très acteurs territoriaux de mise en œuvre, mais on a eu aussi la chance d'accompagner des États dans leurs célèbres contributions prévues déterminées au niveau national, c'est-à-dire pour mettre en place les grandes politiques et les mesures qui vont ensuite écrire la trajectoire de changement climatique chez eux pendant les 10-20 prochaines années. Alors Guillaume le disait tout à l'heure, on a beaucoup de publications, juste peut-être des publications sur le bâtiment par exemple qu'on a fait pour la francophonie, le bâtiment en région tropicale, des guides assez détaillés sur la transition énergétique, tout ça étant téléchargeable gratuitement sur notre site. On a des guides sur les négociations climat qu'on fait pour la francophonie, là c'est l'édition qu'on a faite pour Marrakech. Maintenant on a un guide aussi pour les négociations climat pour le citoyen. On fait aussi des publications dans le cadre de grandes revues internationales, Liaison énergie francophonie, là c'est un exemple de la COP20 qui était à Lima, ça c'est des grandes conférences qu'on fait sur Nice. On a aussi un certain nombre de projets européens sur les contrats de performance énergétique dans le bâtiment. Là on est vraiment au cœur de l'innovation, de la mise en œuvre pour économiser autour d'un service économique performant, une forme de société de services énergétique qui va vendre, valoriser de la perte d'énergie fatale chez vous. Donc quand une entreprise utilise mal de l'énergie, elle paye un service pour rien. Et là l'idée c'est de l'accompagner avec des contrats, c'est le projet Trust EPC, qui vont lui permettre d'économiser et donc de gagner de l'argent tout en améliorant sa productivité. Donc là on est vraiment dans l'entrepreneuriat le plus réel. On accompagne aussi beaucoup de réseaux associatifs, on a énormément d'amis et de partenaires au Maroc, mais comme on vous l'a dit dans plus d'une 60aine de pays. Et puis peut-être pour faire un dernier lien avec d'autres initiatives, on a des collections Guides pour agir. Donc on a plusieurs fois fait des concours, des initiatives. Et on a entre autres lancé aussi une dynamique artistique avec Arts Planet, qui est une initiative qui volontairement, j'ai envie de dire, est la fin de l'histoire du puzzle, qui est que l'art, l'émotion, la créativité doit être aussi artistique, doit permettre de reconnecter finalement chacun d'entre nous, chacun dans nos quotidiens respectifs, à quelque chose qui est beau. Alors le beau étant pris sans aucune connotation de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le beau, comme dans l'innovation d'ailleurs. Et très clairement, là on a fait un concours, on a eu une édition 2015 qui s'appelait Mon climat et moi aujourd'hui, Mon climat dans 20 ans et moi. Et puis en 2016, on a eu l'occasion de présenter une exposition artistique qui a été sur le pavillon de la francophonie, sur le pavillon suisse et sur notre pavillon à la COP22 à Marrakech. Une grande exposition qui était notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans et nous. Et là, vous voyez que nous sommes passés du moi au nous. Et là, on est vraiment dans une logique de démultiplication, comme doit l'être un entrepreneur, c'est-à-dire comment d'une idée faire en sorte qu'elle se démultiplie comme des petits pains et que finalement, plus elle se démultipliera, plus elle contribuera au bien collectif. Voilà. Donc c'est quelques exemples d'énergie 2050. Bien sûr, on travaille beaucoup aussi avec des entreprises privées et aussi avec des territoires, parce que pour nous, il n'y a pas de bons et de mauvais partenaires. Il y a juste comment faire en sorte que tous les partenaires deviennent des partenaires actifs dans cette transition. Et là, vous voyez bien que des plateformes comme Greenwix, évidemment, on le soutient. Évidemment, on a tardivement cette année, mais probablement mieux encore en 2018 ou dans les prochaines années. On a diffusé ça dans notre réseau, on va le diffuser. Peut-être les aider aussi à pérenniser d'autres types de moyens si certains de nos partenaires ou membres peuvent être intéressés par ce type d'initiative. Et donc là, vous voyez, on joue aussi ce rôle de passeur de relais, parce que souvent, évidemment, chacun dans nos métiers respectifs, on est un peu isolé, et ce n'est qu'en faisant des grands traits d'union que tout ça prend un sens. D'accord, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette approche systémique, comme vous l'avez dit, d'énergie 50, avec une transversalité non seulement cross-sectorielle,
mais aussi à travers les acteurs, c'est-à-dire avec du soutien politique à travers l'accompagnement au CPDN ou même la rédaction du guide des négociations pour les négociateurs climat, jusqu'aux citoyens, avec de l'art, avec de la création. Et je pense que la chance qu'on a, c'est qu'à travers toutes ces actions, on voit qu'il y a énormément de potentiel, on voit qu'il y a énormément d'acteurs. Et ce qui rejoint l'objectif de la Green Week, c'est redonner un message positif quand même, malgré le contexte anxiogène. Il y a énormément de choses qui sont faites et c'est grâce à ces initiatives qu'on arrivera justement à apporter cette transition. Peut-être le mot de la fin, peut-être pour vous les jeunes qui nous regardez. Alors, une fois de plus, on est vraiment désolé de ne pas avoir pu être des vôtres. Mais bon, promis, l'année prochaine ou dans les années à venir, on sera des vôtres parce que les choses s'organiseront un peu à l'avance. Peut-être un petit mot spécifique pour la jeunesse. Évidemment, vous êtes l'objet de toutes les attentions parce que tout le monde vous regarde. Mais nous, justement, on ne vous regarde pas simplement avec attention. On vous regarde, oui, avec bienveillance, mais aussi on pense que vous devez être extrêmement sérieux dans le processus. Et là, c'est peut-être un peu la phrase d'une personne malheureusement un peu plus âgée que vous et qui a envie de vous passer un message, c'est de dire l'entrepreneuriat doit se faire selon les règles de l'art. Aujourd'hui, vous avez la chance inouïe de faire à la fois du bien commun en développant des processus qui vont générer de la recherche, de l'emploi, chez vous et ailleurs. Ça, c'est une belle opportunité. J'ai tendance à penser que malheureusement, une autre génération a peut-être un peu loupé cette histoire, puisqu'évidemment, vous avez vu l'état de la planète, on ne peut pas en être tout à fait fiers les uns les autres, même si évidemment, il y a des gens qui, je crois, comme moi, nous, Énergie 2050, on a essayé d'apporter notre pierre positive à cette construction. Mais vous, les jeunes, ça veut dire que c'est un sujet suffisamment sérieux. Donc, au lieu de penser simplement entrepreneuriat, vous devez tout de suite mettre les mots dans le bon ordre. Entrepreneuriat pour un développement bas carbone, résilient, solidaire. Et je crois qu'enlever un des mots à cette espèce de triptyque qui serait d'une manière générique générer de la sobriété dans l'usage des ressources, générer de la valeur ajoutée dans l'usage des ressources naturelles et bien évidemment créer de la solidarité dans l'utilisation ensuite des biens et des services produits, je crois que c'est véritablement quelque chose qui est important. Donc vous les jeunes, bien sûr, c'est très facile quand on dit vous avez cette responsabilité. Moi je ne pense pas que ce soit le mot qu'on emploie ici à Énergie 2050, on a plutôt envie de dire vous avez cette opportunité. Ça ne veut pas dire que les autres ont mal fait intentionnellement, parce qu'une grande partie ne savait pas les conséquences de ce qu'ils font. Aujourd'hui, par contre, plus personne ne peut dire je ne sais pas, je ne savais pas. Donc aujourd'hui, vous comme nous, et chacun doit être j'ai envie de dire l'agitateur de l'autre, ça doit être en fait tout simplement pour créer cette innovation permanente. Et l'entrepreneuriat, les associations sont aussi des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, l'innovation, finalement, c'est peut-être une des plus belles opportunités collectives que nous avons, comme le disait Guillaume tout à l'heure, pour transformer les apparentes fatalités en opportunités d'agir. Voilà. Donc, on vous remercie, puis on vous souhaite une bonne Green Weeks. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mémos sur notre Facebook, notre Twitter, et pourquoi pas, pour ceux qui auront des projets, de nous inviter à les co-développer avec vous. On regardera avec une grande attention, et si ça peut se faire, on le fera avec un immense plaisir. Merci. Merci.